Bonsoir, nous sommes le mardi 22 septembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal d'information. Tout de suite, on commence avec le sommaire de votre actualité locale. La ville d'Éclès-sous-Bois poursuit son projet de restructuration du centre-ville. Une réunion d'information vient de se tenir autour de l'avenir de la halle, du marché et des écoles. Le projet ne fait pas l'unanimité auprès des habitants. L'établissement public du château de Versailles a lancé un appel d'offres pour transformer 3 de ses bâtiments en hôtels. Explication à suivre. Le président du parti chrétien-démocrate, Jean-Frédéric Poisson, se présente à la primaire à droite. Les raisons de cet engagement de l'actuel député des Yvelines. Et nous parlerons également des entreprises avec Muriel Pringuez, directrice des opérations de la CGPME 78, qui a fait ses portes ouvertes hier. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Nous reparlerons de ce sujet dans quelques instants. Et vous les avez peut-être aperçus aujourd'hui, ce midi, une vingtaine de cyclistes a fait une halte à Manille-les-Hameaux. Ils participent au Tour Alternatiba. Parti de Bayonne le 5 juin, le Tour a fait escale dans 187 communes avec pour objectif rallier Paris le 26 septembre et le festival de la capitale. À chaque étape, les membres du collectif ont multiplié conférences et rencontres avec les citoyens pour parler du changement climatique dans l'optique de la COP 21, la conférence internationale qui débutera à Paris le 30 novembre prochain. Les précisions au micro de Mélanie Poquet. Maintenant, au micro de Mélanie Poquet. Nous, on en parle avec eux parce que les gens en sont conscients pour leur dire qu'en fait, si c'est possible, il y a plein d'alternatives concrètes possibles dès aujourd'hui sur tous les domaines de la vie quotidienne, que ce soit l'alimentation, l'énergie, les transports, la récupération, etc. Autre sujet maintenant, au Clé-sous-Bois, les travaux d'aménagement prévus font débat. Hier, une réunion publique d'information s'est tenue sur le projet Centre-Ville, Halle du Marché et projet École Centre de Loisirs à l'espace Philippe Noiret. Une partie des citoyens sont inquiets face à ces projets. Déjà au mois de juillet, ils avaient manifesté leur mécontentement. Ils ont recommencé hier. Regardez. Le centre de loisirs des Bruyères, les halles du marché, ces sujets préoccupent les Clésiens. Depuis plusieurs mois, leur avenir est au centre de discussion. La décision de déplacer le centre dans une école ne passe pas pour certains d'entre eux. Ils étaient plus d'une centaine à cette réunion publique d'information. Nous, on est surtout là pour le centre des Bruyères et sa réhabilitation et non pas sa fermeture. Donc l'idée, c'est de voir ce qu'elle va proposer. Et si on peut encore imaginer avoir une concertation avec elle, ce qui, nous le souhaitons, est encore possible. Parce qu'on nous dit ça va nous coûter, en impôts ça va nous coûter, certes ça va nous coûter, mais qu'elle fasse pas autre chose, qu'elle mette des fonds de côté et on réhabilite les bruyères. Pour les habitants, le centre des Bruyères est le poumon vert de la ville. Pas question de l'abandonner. Mais la décision est actée. Pour la mairie, c'est une question de budget. Cela permettrait d'économiser environ 5 millions d'euros. Nous sommes confrontés à prendre des décisions, je dis, responsables et nous allons devoir donc faire des économies, voire peut-être même différer certains investissements. Nous ne fermons pas un service, mais nous allons accueillir les enfants dans des bonnes conditions autrement. La ville a fait déjà des gros efforts en matière scolaire puisque nous avons mis en place l'étape avec un budget de 500 000 euros par an. Nous avons reconstruit aussi une école élémentaire qui avait brûlé. On aurait pu ne pas la reconstruire, on a fait ce choix. Et puis il s'agit, et on pense aussi faire accueillir les enfants dans les centres de loisirs dans les meilleures conditions. Autre point de préoccupation, les halles du marché. Elles seront déconstruites puis déménagées en face de leur emplacement actuel. Coût du projet, environ 2 millions d'euros. Des sujets largement discutés pendant cette réunion publique où le mécontentement s'est fait entendre. La mairie ne reviendra pas sur ses décisions. Un appel à projet concernant les halles doit être lancé dans les prochaines semaines. Et une autre information politique, la tête de liste du FN au régional en Ile-de-France, le trésorier du Front National, Valérand de Saint-Just, a été mis en examen ce lundi pour recel d'abus de biens sociaux dans l'affaire du financement du parti. Il a été placé sous le statut de témoin assisté pour le délit de complicité d'escroquerie au préjudice de l'État lors des législatives de 2012. Contacté par l'AFP, Valérand de Saint-Just a protesté contre sa mise en examen, soulignant qu'il avait été entendu sur les mêmes faits en juin. Et maintenant, un mot de patrimoine. Dormir au château de Versailles, ce sera peut-être un jour envisageable. L'établissement public du château a lancé un appel d'offres pour transformer 3 de ses bâtiments en hôtels. Il a reçu une vingtaine de candidatures françaises et étrangères. Le groupe Accor semble montrer un intérêt certain pour le projet et se serait même porté acquéreur. Sephora Namani nous en dit plus.
Faute de moyens pour assurer la restauration, le château de Versailles vient de lancer un appel d'offres pour un contrat de concession des bâtiments du Grand et Petit Contrôle et du pavillon des 100 marches. L'état de délabrement de ces bâtiments proches de l'Orangerie explique l'initiative de l'établissement public du château. 20 candidats ont répondu à l'appel et soumis un projet dans l'espoir de décrocher cette concession pour une durée de 50 ans. Le groupe Hôtel et Patrimoine développe des hôtels dans les bâtiments historiques et fait partie des postulants. Leur souhait, créer un hôtel de charme 5 étoiles d'une trentaine de chambres exclusives. Notre ADN ou nos caractéristiques à nous, c'est un très grand respect de la partie historique et développer une offre commerciale raisonnable. On est vraiment appliqué à préserver l'esprit des lieux, l'esprit du lieu dans lequel on travaille. Donc voilà. Pour nous, Versailles, ça s'est imposé comme naturel. Le député maire de Versailles, François de Mazières, approuve ce projet, le château ne pouvant assurer lui-même la restauration. Certains détracteurs se font néanmoins entendre. Ils préfèrent voir à l'intérieur du bâtiment la construction d'un musée Louis XIV, accompagné d'expositions temporaires pour financer la restauration du site. C'est un hôtel de luxe qui est contraire à l'image de charme français. Ça va attirer des milliardaires et éloigner de la ville et de l'intérêt pour la ville. Ça, c'est la première chose. Ça nuit au modèle français et ça va dans le sens de l'aseptisation, de la standardisation. 2, ça ne rapportera rien. C'est-à-dire 500 000 € par an, c'est de la rigolade, puisque ce parking rapporte 3 millions par an par le château. Le château de Versailles n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Le nom de la société retenue sera dévoilé en janvier 2016. Et la ville de Versailles organise pour la 6e année consécutive et la 2e fois cette année une vente aux enchères publiques du matériel dont elle veut se séparer. Alors il s'agit principalement de biens informatiques, de mobilier, il y a également des véhicules. La vente se déroule sur le site www.webenchères.com jusqu'au 1er octobre, 10h. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à aller sur le site venteauxenchères@versailles.fr. Pardon, excusez-moi, c'est un mail, n'hésitez pas à envoyer un mail à cette adresse. Et nous recevons en plateau Muriel Pringuet. Bonsoir, vous êtes, je le rappelle, directrice des opérations de la CGPME 78, la Confédération des petites et moyennes entreprises dans les Yvelines. Hier, vous avez organisé vos portes ouvertes à Rambouillet. Quelles ont été les interrogations, les demandes de vos adhérents et étaient-ils nombreux ? Alors oui, nous avons eu le plaisir de recevoir plus de 150 personnes en une journée, ce qui est déjà pas mal vu le nombre d'adhérents que nous avons, puisque nous sommes 650 dans les Yvelines, ce qui permet déjà de représenter un certain nombre d'entreprises. Ça nous a permis, même entre nous, de pouvoir nous retrouver une fois de plus et de pouvoir échanger sur nos préoccupations et surtout de pouvoir faire adhérer déjà plus d'une vingtaine de personnes et de chefs d'entreprise hier, de petites et moyennes entreprises, pouvant aller jusqu'à 300 personnes. Et de pouvoir discuter de nos préoccupations actuelles qui sont effectivement la simplification du système qu'on demande toujours et le fait de tenir les promesses qui avaient été faites. Alors justement, pour les téléspectateurs qui ne sont pas très au courant et qui ne connaissent peut-être pas ce monde des entreprises, des petites entreprises, des artisans, voilà, la simplification du système, à quoi cela correspond justement pour ces entreprises ? Alors, c'est tout simplement de pouvoir remplir moins de documents, d'éviter d'avoir à toujours faire la bonne croix dans la bonne case, ce qui fait qu'on peut gagner un temps énorme et du coup plutôt passer ce temps à remplir le carnet de commandes et surtout à pouvoir créer les embauches, ce qui, je pense, aujourd'hui est la préoccupation de toutes les entreprises, mais aussi de tous les salariés. Est-ce que l'apprentissage a aussi été au cœur de vos discussions hier ? Oui, tout à fait, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus, le nombre d'apprentis finalement diminue, faute de moyens, qu'on nous annonce un tiers de contrats en moins, ce qui veut dire même pour les entreprises qui souhaitent aider des jeunes à trouver un véritable métier en les accompagnant, il y a moins de possibilités de pouvoir en trouver, quelle que soit l'entreprise, puisqu'on en discutait même avec le Trianon Palace, puisqu'on parlait de Versailles la semaine dernière. L'allègement salarial est aussi au cœur des salariés, était aussi au cœur de vos préoccupations en cette rentrée ? Oui, puisqu'il y avait une promesse de fait par rapport à janvier sur le fait qu'il y ait une baisse des charges salariales, ce qui peut permettre aux entreprises de pouvoir finalement embaucher plus aussi, tout simplement. Et derrière, cette baisse a été reportée au mois d'avril. Est-ce que ce sera au mois d'avril ou est-ce qu'à ce moment-là, il y aura à nouveau d'autres priorités et que ce sera encore reporté ? C'est notre grande préoccupation. Aujourd'hui, on a juste envie de dire... Si vous ne pouvez pas le promettre, ne le faites pas, mais on n'est pas des chasseurs de primes. Dites-nous simplement ce qui peut être réellement fait. Le climat en début d'année est un peu morose. Qu'est-ce qui attend vraiment ? On attend un petit coup de pouce de la part du gouvernement. Les entreprises attendent ça ?
Alors, coup de pouce, pas véritablement, c'est simplement de les aider dans leur travail au quotidien, surtout à travers cette simplification. Et quand ils leur promettent des choses, c'est tout simplement de les tenir pour qu'on puisse s'appuyer dessus et véritablement avancer. Le gouvernement vient d'annoncer le mercredi 16 septembre l'harmonisation des dates de déclaration de TVA et d'impôt sur les sociétés. Est-ce que c'est un effort suffisant pour vous ? Pour ma part, non, pas vraiment, parce que ça veut dire que j'avais prévu une journée, si je prends le rôle de chef d'entreprise, de pouvoir étaler ça dans mon travail. Eh ben non, ça va au contraire augmenter la charge de travail sur la même période, ce qui veut dire que sur cette période-là, on ne pourra pas se focaliser sur nos salariés et sur nos clients, une fois de plus. Quelles sont les demandes concrètes, pour expliquer contrairement aux téléspectateurs, que les entreprises, les artisans formulent pour le gouvernement ? C'est d'arrêter de sortir des modifications du code de travail toutes les semaines. Justement, le code du travail, là, il va être certainement repensé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous attendez justement de ça ? Alors, tout simplement un allègement, puisque si on regarde, je pense qu'on a repris le nombre de pages, on a plus d'une centaine de pages qui ont été publiées cet été. Je pense qu'il n'y a aucun chef d'entreprise qui a eu le temps de lire ces centaines de pages, parce que même quand on est dedans, c'est pas très évident. Donc si on pouvait les réduire, ça ne veut pas dire diminuer tous les bénéfices et avantages qui sont dedans, c'est simplement les simplifier de manière à ce que ce soit plus clair et pour les salariés et pour les entreprises et qu'on puisse embaucher plus facilement. Parce que plus c'est compliqué, moins on embauche. Parce que souvent ce sont des entreprises parfois où il n'y a qu'un salarié, le salarié aussi le patron ou deux, donc c'est vraiment très compliqué de se mettre à jour au niveau du code de travail, des textes de loi pour justement tout savoir, c'est bien ça ? Alors même déjà quand on a un salarié, effectivement dans les entreprises, mais aujourd'hui on a même des entrepreneurs qui sont plusieurs centaines, et je peux vous assurer que vous ayez un salarié ou plusieurs centaines, c'est toujours la même difficulté de pouvoir interpréter tous ces textes et d'arriver à les mettre en place, surtout quand ils vont l'un contre l'autre. Hier, près de 2000 artisans et commerçants ont défilé dans les rues de Paris pour dénoncer les dysfonctionnements du régime social des indépendants auxquels ils sont affiliés. La CGPME donc, a appelé les parlementaires à constituer une union sacrée pour décider de mesures d'urgence face à ce dysfonctionnement. C'est votre cheval de bataille, la RSI, en cette rentrée ? Oui, c'est un double cheval de bataille parce qu'effectivement, il est temps de pouvoir faciliter cette partie-là. Tout simplement, des entreprises qui sont hélas obligées de finir leur vie, entre guillemets, de déposer le bilan, n'y arrivent même pas. Des entreprises qui souhaitent le développer n'arrivent même pas à savoir à qui s'adresser. Hier, justement, à la journée porte ouverte, on a eu le plaisir d'avoir un représentant du RSI qui était parmi nous, qui a pu répondre directement aux questions des chefs d'entreprise et résoudre leurs dossiers en direct. Et c'est des mois, finalement, d'efforts des uns et des autres qui ont été finalement gérés en une journée. Donc se mettre autour d'une table, c'est pour nous la meilleure solution. Est-ce que vous avez un cas concret duquel vous pouvez nous parler justement de ce RSI, car il y a vraiment des choses qui se passent qui sont un petit peu incroyables par rapport justement à ce régime social des indépendants ? La grande difficulté que vous avez, c'est que quand vous devez faire vos déclarations et surtout savoir même vers qui vous adresser derrière pour pouvoir vous former en tant que chef d'entreprise, parce que même eux doivent se former, effectivement, ça devient difficile parce qu'on ne sait pas vraiment si vous êtes affilié à l'un, si vous êtes affilié à l'autre, si vous avez une question sur votre tête, sur vos charges, sur une problématique de santé, qui va vous répondre, comment. Là, aujourd'hui, c'est la grande question et vous pouvez passer des semaines sans toujours avoir de réponse. Donc finalement, vraiment, c'est l'administratif qui pèse justement sur nos entreprises, nos petites entreprises en ce moment ? Oui, si on pouvait consacrer ce temps administratif à remplir les carnets de commandes et donc à pouvoir embaucher, je pense que tout le monde serait plus content. Pour quelles actions mettez-vous en place justement au sein de la CGPME 78 si un entrepreneur, un artisan souhaite vous rejoindre ? Qu'est-ce que vous mettez en place pour justement les aider ? Alors les prochaines actions, il va y avoir un Happy Business dans une semaine où on propose à nos adhérents de venir simplement parler d'eux pendant 2 minutes, mais également parler de ce qu'ils attendent, de ce qu'ils peuvent avoir besoin, de manière à pouvoir échanger plus facilement entre eux, mais également des formations sur la gestion des compétences, des formations sur justement les documents uniques, les obligations des chefs d'entreprise, par exemple les déclarations sociales qui vont être obligatoires mensuellement à partir de janvier, comment les aider pour faciliter leur quotidien dans les mois à venir. Donc ce sont des conseils pratiques, mais aussi parfois un moyen de rompre l'isolement de ces chefs d'entreprise qui parfois se retrouvent assez seuls ? Oui, alors là je vais prendre ma casquette de chef d'entreprise. Effectivement, on a l'impression de toujours avoir la tête dans le guidon. Là, c'est l'avantage de pouvoir se poser un peu, se rendre compte qu'on est plusieurs à avoir les mêmes problèmes et par conséquent pouvoir échanger sur justement des bonnes pratiques pour trouver des solutions et pouvoir avancer. Une dernière question, Muriel Fringuet. Une manifestation avait été organisée en décembre l'année dernière. Les patrons, justement, avaient pris les banderoles et étaient descendus dans les rues de Paris pour manifester. Est-ce qu'une autre action de ce type peut-elle être envisagée prochainement ?
Alors oui, effectivement, et j'avais le plaisir de faire partie de ces milliers de patrons qui étaient dans la rue, derrière Geneviève Bell, qu'on peut voir à l'écran, notre présidente du 78. Alors, autre action pour l'instant, pour rien de prévu à ma connaissance, mais je pense que si effectivement ça n'avance pas, les patrons sont prêts à redescendre dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Eh bien, merci beaucoup Muriel Fringuet d'avoir répondu à notre question. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à aller sur le site internet, donc www.cgpme.78.fr, c'est bien ça? cgpm78.fr. Très bien. Merci beaucoup. À vous. Bonne soirée. Un mot de l'enseignement supérieur, justement, la rentrée est en cours encore pour certains de ces étudiants. À Trappes, l'Institut supérieur de l'environnement, dans le parc d'activités de Pissalou, a formé depuis 1993 plus de 700 étudiants aux métiers touchant à l'environnement et au développement durable. Mélanie Poquet a suivi le premier jour au sein de l'établissement. Parmi ces étudiants se trouvent de futurs ingénieurs juristes, des responsables développement durable ou encore des responsables d'hygiène, qualité, sécurité, environnement. Alors moi j'aimerais m'orienter dans le domaine de l'eau, donc que ce soit l'hydraulique fluviale ou l'hydraulique urbain, l'eau potable, etc. Je suis venu à l'ISE dans cette optique-là, de bosser dans l'environnement. Je me voyais plus écologue, mais au fil des années, justement, l'ISE nous a permis de nous ouvrir à différentes thématiques de l'environnement et à trouver notre voie dans ce domaine-là. Donc moi, je suis devenu maintenant, j'aimerais plus tard devenir auditeur. Cette rentrée à l'Institut supérieur de l'environnement à Trappes marque aussi du changement à la tête de l'établissement, avec notamment l'arrivée d'Armand de Coussergues, ancien gérant de portefeuille d'une société française. C'est des métiers qui sont maintenant en plus très impliqués dans toutes les entreprises, c'est-à-dire que l'on prépare des étudiants aussi pour le secteur de l'environnement, mais aussi maintenant des étudiants qui vont travailler dans toutes les entreprises sur les questions environnementales. Et ça, c'est extrêmement porteur et c'est ce qui a attiré toute mon attention. Chaque année, une trentaine d'étudiants sortent diplômés. Dès cette rentrée, ils ont un point de mire et pas des moindres. Être acteur de la COP21, la conférence sur le climat qui débute à Paris le 30 novembre prochain. Et nous sommes mardi, comme chaque semaine, nous parlerons politique avec Wilfried. Bonsoir à vous. On laisse de côté les régionales pour s'intéresser à la présidentielle dès maintenant. Bonsoir Florane, la présidentielle c'est vrai, c'est encore loin, c'est 2017, mais déjà chacun se positionne et le mot qui revient le plus souvent en ce moment, c'est le mot primaire, ce vote avant l'heure qui permet à un camp de désigner son candidat. À gauche, on avait lancé ce dispositif en 2011, c'était une primaire ouverte à tous les électeurs, pas uniquement aux adhérents socialistes ou des autres formations de gauche. Près de 3 millions de personnes s'étaient ainsi déplacées aux urnes et avaient fait le choix de François Hollande devant Martine Aubry. Rien ne dit qu'à gauche on renouvelle cette expérience, on imagine mal François Hollande s'il est candidat à sa propre succession, se mettre en concurrence avec les autres ténors du PS. Du coup, certains commencent à exercer une certaine pression. Benoît Hamon, député des Yvelines par exemple, a annoncé qu'il aimerait bien être candidat à une primaire. C'est donc à droite que les choses s'accélèrent. C'est ce mardi soir que Nicolas Sarkozy, président des Républicains, doit annoncer la nomination de la haute autorité chargée de contrôler le bon déroulement des primaires et de leur organisation. La primaire pour la droite se déroulera le 20 et le 27 novembre 2016, si nécessaire. Quelques noms, Alain Juppé, François Fillon, Xavier Bertrand, Nadine Morano, Christian Estrosi, uniquement si Nicolas Sarkozy ne se présente pas, c'est lui-même qui l'a précisé. Et puis, depuis la fin de la semaine dernière, Jean-Frédéric Poisson, le président du Parti chrétien-démocrate adhérent à l'UMP, député des Yvelines, il s'est déclaré dans les colonnes de Valeurs Actuelles. Et finalement, pourquoi cette candidature, Wilfried ? Tout simplement car il ne se retrouve dans aucun des autres candidats, et il le dit très clairement puisqu'on lui a posé la question. Écoutez. Ils sont engagés dans une espèce de guerre de chefs que nos sympathisants d'abord, mais au-delà, l'ensemble des Français n'aiment pas, n'apprécient pas, en tout cas c'est ce qu'ils me disent tous les jours. Deuxièmement, je trouve que les projets qui sont défendus aujourd'hui sont sur une ligne qui est très très libérale et beaucoup trop à mon goût, et ça n'est pas la philosophie du Parti chrétien-démocrate que je représente dans cette élection. Ça n'est pas non plus, je crois, les besoins du pays qui réclament certes de la liberté, mais également du partage, de la générosité, de l'ouverture. Et troisièmement, je constate également que la perte de crédit dont souffrent les candidats qui sont aujourd'hui déclarés, qui est dû au fait que finalement ils ont beaucoup participé aux affaires dans les mandatures précédentes, eh bien ne leur permet pas aujourd'hui, à mon avis, de solliciter tranquillement la confiance des Français. Jean-Frédéric Poisson, c'est ce proche de Christine Boutin. Il lui a d'ailleurs succédé à la tête du Parti chrétien-démocrate, député des Yvelines sur le secteur de Rambouillet. Il a surtout fait parler de lui en mobilisant contre le mariage pour tous. Et maintenant, il va devoir dépasser, aller au-delà de cette image. J'ai travaillé depuis 8 ans maintenant dans les couloirs de l'Assemblée nationale et dans toute la France sur des sujets extrêmement divers.
Je suis très investi sur tout ce qui touche aux conditions de travail, à la santé au travail, aux relations sociales dans l'entreprise. J'ai beaucoup travaillé sur d'autres questions de société, les questions de la toxicomanie. Je travaille beaucoup sur le pouvoir d'achat des familles, sur les institutions, sur les collectivités. Et maintenant, le moment est venu de faire fructifier, de présenter aux Français tout ce travail que j'ai accompli, dans une certaine forme de discrétion, c'est vrai, à l'Assemblée nationale. Jean-Frédéric Poisson, outsider dans cette primaire, mais il occupe le terrain, il est régulièrement invité dans les médias nationaux, il évoquait encore ce matin sur RMC le suicide assisté en rappelant que la justice devait rappeler l'interdiction de tuer. Et puis en juillet, coup d'éclat, il était en Syrie, parti rencontrer sur sa propre initiative Bachar el-Assad. Et à droite, que pense-t-on de cette candidature ? Alors c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui le connaît bien pour lui avoir confié par le passé la tête de la mairie de Rambouillet, qui nous répond. Il est légitime que M. Poisson puisse se présenter à l'élection primaire pour les familles du centre et de la droite. Moi-même, je suis un peu le sage de la commission d'organisation de ces primaires. Je souhaite que les choses s'y passent bien, loyalement, qu'il y ait un maximum de votants, de ceux qui se reconnaissent, et je ne parle pas de militants politiques, de citoyens, dans les familles du centre et de la droite, des gaullistes. Et puis, le candidat qui sera choisi, ça deviendra le candidat de tous, et je l'espère, il sera le président de la République. La guerre de la primaire se poursuit à droite, verdict donc fin 2016. Attention tout de même, c'est un exercice risqué. Après la campagne, il faudra se rallier derrière le vainqueur. Gare donc à ne pas frapper trop fort pendant la campagne. Merci Wilfried et justement Jean-Frédéric Poisson et Gérard Larcher que nous retrouverons dans le 7-8 politique à vos côtés, dans le café politique, excusez-moi, à vos côtés. Très bien, merci beaucoup Wilfried. Initiative solidaire à présent. Ce week-end se tenait à Guyancourt la foire à la brocante. Cette année, l'un des stands était tenu par le conseil municipal des enfants. Après avoir collecté des vêtements et des livres dans divers établissements scolaires de la commune, ils les vendaient au profit d'une association. Ils ont récolté 578 € et ont atteint leur objectif. Écoutez Élise Lemot au micro de Michael Elmidoro. L'argent qu'on va recevoir, il va être rendu à l'association Les Blouses Roses pour qu'ils donnent des choses pour les enfants malades et pour que ça améliore leur vie et tout. Au début de l'année dernière, donc il y a eu plusieurs groupes et on en a fait quelques-uns. Donc nous, on est le groupe Sécurité routière et dans ça, on a un projet donc, pour aider les enfants malades. Et un mot de santé à présent, la LMP, la mutuelle des ménages prévoyants, fêtait jeudi dernier à Versailles ses 160 ans d'existence. Cette mutuelle créée en 1854 compte aujourd'hui plus de 50 000 adhérents. Précurseur à l'époque, cet outil de solidarité s'est peu à peu ouvert à toutes les couches sociales pour devenir la mutuelle d'aujourd'hui. Regardez ce reportage réalisé par William L. et David Charpentier. Les ménages prévoyants, une mutuelle qui perdure. Créée en 1854 par le baron Caruel de Saint-Martin, la LMP fêtait jeudi dernier à Versailles ses 160 années d'existence. Aux origines, la LMP permettait à ses sociétaires de bénéficier d'un accès gratuit aux soins, puis elle s'est développée en accord avec l'évolution des besoins sociaux. Ça leur permettait de se soigner, d'avoir des médicaments, parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas si évident que ça. Et puis surtout, ça pouvait, s'ils étaient longuement malades, ils pouvaient avoir une petite retraite qui n'existait pas tellement. Première mutuelle à accepter les femmes comme sociétaires, la LMP signe en 1955 un contrat d'entreprise avec le site Renault de Flins, une stratégie qui lui permettra de passer de 1000 sociétaires en 1945 à plus de 60 000 dans les années 2000. Le défi de demain, c'est de pouvoir répondre à la norme Solvabilité 2 européenne qui va nous imposer de la solvabilité supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment un grand défi à relever parce que le 1er janvier 2016, nous serons soumis aux mêmes règles que les grandes sociétés d'assurance. Reportée au 1er janvier 2016, la réforme européenne de Solvabilité 2 est surtout un défi pour les petites mutuelles au vu des frais de gestion importants qui seront engendrés, le début d'une nouvelle ère pour les assureurs. Et c'est bientôt la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, je vous propose de parler de sport, un mot de golf à l'occasion des Journées du patrimoine. Le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines a organisé ce week-end la 4e édition de son Golf Festival. Des activités gratuites étaient organisées de 14h à minuit dans toute la structure. Objectif de ce rendez-vous, faire découvrir ce sport aux débutants. Les novices ont pu s'essayer au putting, c'est-à-dire au jeu court, ou encore au practice de jour et de nuit. Émeric Courteil, chargé de projet à Casqui, nous présente cette journée golfique.
On a pu organiser ces visites sur ce site qui a une histoire plutôt exceptionnelle depuis Louis XIV et avec une évolution jusqu'à la Ryder Cup 2018 et puis potentiellement les Jeux Olympiques 2024. Il y a beaucoup de familles, du coup c'est intéressant parce que les familles découvrent qu'ils peuvent jouer à la fois les adultes avec les enfants, ils peuvent jouer ensemble sur le parcours, ils peuvent jouer ensemble aux practices. Il y a des débutants effectivement, mais en fait il y a tout le monde quoi. Il y a famille, golfeurs, des copains, voilà, c'est vraiment pour tout le monde. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, restez avec nous. Vous avez rendez-vous avec Nouradine Agne pour le 7-8 Société. Pour ma part, je vous retrouve dès demain à 18h pour une nouvelle édition du journal en direct. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Fil 78.